ambassadeur. Mesdames et messieurs, bonsoir et de vous retrouver. Une nouvelle édition de direct pour ce jeudi 18 juin 2026. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée aux conclusions du sommet du G7 et pour parler de cela, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Nadim Samna, expert en économie. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous. Merci pour l'invitation. On va commencer par un premier reportage concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui a regagné le Caire mercredi soir après avoir participé aux travaux du sommet du G7 tenu à Évian en France. Lors de son entretien avec son homologue américain Donald Trump en marge du sommet, le président al-Sisi a salué les efforts déployés par ce dernier en vue de restaurer la paix et la stabilité au Proche-Orient. Les détails avec Perihan Farouk. Le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré mercredi son homologue américain Donald Trump à Évian en France en marge du sommet du G7. Selon la présidence égyptienne, les discussions ont porté sur les relations bilatérales entre l'Égypte et les États-Unis. Le président al-Sisi a félicité Donald Trump à l'approche du 250e anniversaire de l'indépendance américaine et a réaffirmé l'importance du partenariat stratégique entre les deux pays qu'il a qualifié de facteur essentiel de stabilité et de paix dans la région. Donald Trump a pour sa part salué la solidité des relations égypto-américaines et exprimé la volonté de Washington de renforcer davantage la coopération avec le Caire dans plusieurs domaines. Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre leur coordination politique sur les principaux dossiers régionaux et internationaux. La rencontre a également permis d'aborder plusieurs questions régionales. Le président al-Sisi a notamment félicité son homologue américain pour les efforts ayant conduit à un accord avec l'Iran. Il a estimé que cet accord pourrait contribuer à réduire les tensions au Moyen-Orient et ouvrir la voie à des solutions durables aux crises de la région. Donald Trump a salué le rôle joué par l'Égypte dans les efforts de médiation et de désescalade, soulignant l'importance de la coopération entre les deux pays pour soutenir la stabilité régionale. Les deux présidents ont également évoqué la question palestinienne. Le président al-Sisi a rappelé que la résolution de ce conflit demeure une condition indispensable à l'instauration d'une paix durable au Moyen-Orient. Il a réaffirmé l'engagement de l'Égypte à poursuivre sa coordination avec les États-Unis afin de soutenir les efforts de paix et de rétablir le calme dans la région. Enfin, les discussions ont porté sur le dossier du Nil. Le président al-Sisi a souligné que cette question constitue un enjeu de sécurité nationale pour l'Égypte. Donald Trump a pour sa part assuré comprendre les préoccupations du Caire et a affirmé son intention d'accorder une attention particulière à ce dossier afin de favoriser une solution juste et équilibrée. Cette rencontre illustre la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat stratégique et de poursuivre leur coordination sur les principaux défis régionaux. Alors, Monsieur Nadim Samna, premièrement, on voudrait parler de la participation de l'Égypte, représentée dans le président Abdel Fattah al-Sisi à ce sommet du G7. Je pense que c'est un grand honneur d'inviter l'Égypte et d'inviter le président pour participer à cette réunion. C'est l'occasion d'avoir aussi des rencontres bilatérales, comme on a vu dans le reportage. C'est l'occasion d'évoquer les sujets qui sont importants pour l'Égypte. Et c'est aussi important d'évoquer l'agenda de l'Égypte, notamment en matière économique, comment on peut favoriser les relations commerciales entre les différents pays, enfin entre l'Égypte et les pays du G7. L'invitation de l'Égypte signifie que l'Égypte est un partenaire stratégique pour ce groupe du G7. Complètement. Sur quel plan exactement, à part l'économie? Là, c'est sûr qu'il y a une teinte, on va dire, politique sur
le sommet du G7. Là, on parle de la signature de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Donc il y a un côté politique important. Et on sait très bien que l'Égypte a participé activement au pourparlers entre l'Iran et, on va dire, les différents pays. Et puis l'Égypte aujourd'hui, c'est un acteur incontournable dans le Moyen-Orient, dans toutes les négociations qui tournent autour du Moyen-Orient. Donc c'est important d'avoir de très bonnes relations avec l'Égypte pour que tous les dossiers du Moyen-Orient, on va dire, passent. On a ressenti un accueil vraiment très chaleureux, je ne dis pas ça parce que je suis égyptienne, mais vraiment très chaleureux pour le président Abdel Fattah el-Sisi, que ce soit de la part du président français Emmanuel Macron, de la première ministre italienne, du président Donald Trump. Comment l'Égypte est arrivée à être située au centre de l'intérêt du monde? C'est vrai, là, le langage du corps de différents présidents, il ne ment pas. Et puis bon, le président, dans la photo que tous les présidents aiment, là, il était au premier rang. Alors comment? Enfin, je pense que c'est un travail de très longue haleine. Si on revient en arrière, là, enfin, on va dire en 2013, là, ces années-là, c'était pas du tout la même situation. Donc c'est petit à petit, l'Égypte et son gouvernement, et le président, bien sûr, ils ont montré que l'Égypte œuvre vraiment pour la paix dans le Moyen-Orient, œuvre pour le développement du Moyen-Orient, que l'Égypte cherche à avoir de très bonnes relations avec tous ses voisins, cherche aussi à avoir stabilité parmi tous ses voisins. Donc c'est un facteur plutôt de stabilité plutôt qu'un facteur de déstabilisation. Oui, on remarque aussi une participation assez importante des Égyptiens concernant les sièges des Nations Unies dans différents postes. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a plusieurs Égyptiens. La ministre Yasmine Foued, la ministre Rania Al-Mashot, le ministre Khaled El Aneni, même le ministre de la jeunesse et du sport, il vient d'avoir aussi un siège international. Comment vous expliquez cela? Il y a Reda Wali aussi, je crois. Et Reda Wali, bien sûr. Alors, c'est la qualité des dirigeants égyptiens, je pense. C'est d'une part l'Égypte aussi, on va dire, bénéficie ou en tout cas souffre de certains problèmes des pays émergents, de manière générale, enfin toute l'Afrique, une bonne partie de l'Asie et aussi en Amérique latine. Donc les expériences qu'ont accumulées tous ces ministres, elles peuvent les diffuser, les partager avec les autres pays à travers les organismes tels que les Nations Unies. Le président Abdel Fattah el-Sisi, bien entendu, n'a pas manqué d'aborder la question palestinienne avec le président Donald Trump. Où en est-on et à quoi ont-ils convenu? Ça, je crois que dans les nouvelles, il n'y a pas grand-chose qui a filtré. Après, je pense que tous les téléspectateurs, ils suivent, parce que c'est très très important pour tous les Égyptiens. On ne voit pas une application stricte de l'accord de Sharm el-Sheikh. Donc ça, c'est point de vue personnel. Après, est-ce qu'il y a eu une évocation de l'application un peu plus stricte de cet accord? Je ne sais pas, mais je suppose que ça a dû faire partie de la rencontre bilatérale entre le président Sisi et le président Trump. Et outre leur discussion, où en est la question palestinienne maintenant? Aujourd'hui, je pense que l'attention elle est plus portée sur le Liban, sur tout ce qui se passe au Liban, et puis bien sûr l'Iran et la détermination à ouvrir le détroit d'Ormuz, à réalimenter le monde entier avec le pétrole du Golfe. Donc aujourd'hui, il y a 5-6 millions de barils de pétrole là, qui ont traversé le détroit. Donc c'est petit à petit, là, ça va recommencer. Je pense que c'est très très important. Enfin, le pétrole, c'est ce qui attire l'attention du monde entier. C'est l'impact fort pour toutes les économies du monde, quasiment, y compris les États-Unis, bien sûr. Après, la question palestinienne, je pense qu'elle est un peu au deuxième plan.
On reviendra à ce point concernant le détroit d'Ormuz et concernant l'accord avec l'Iran, mais je voudrais aborder la question du Nil que le président Sisi a abordé aussi avec le président Trump. C'est vrai que le président Trump il a évoqué la question du barrage éthiopien en disant que il va falloir trouver des solutions. Il a soutenu le point de vue de l'Égypte. Je pense que beaucoup de pays aussi soutiennent le point de vue de l'Égypte, que l'Égypte manque d'eau potable et que c'est important aussi de ne pas limiter l'eau du Nil. Après, est-ce qu'il y a eu une décision concrète, je pense. Et où en est-on avec la question du Nil et du barrage de la Renaissance actuellement? Aujourd'hui, le barrage il tourne, je veux dire, il est là. Là, on arrive dans la période de l'été, donc c'est la période où il y a la crue du Nil. Je pense que ces 10 dernières années, pendant la construction du barrage, le quota de l'Égypte n'a pas été touché, n'a pas été affecté parce que il y a eu quand même beaucoup de pluie, il n'y a pas eu de période de sécheresse. Et aujourd'hui, je pense que toute la question, c'est savoir que faire pendant les périodes de sécheresse. Et de trouver un accord aussi avec l'Éthiopie. C'est l'accord, je pense que c'est l'accord, c'est que faire pendant cette période de sécheresse. Sûrement que l'accord doit permettre à l'Égypte d'anticiper les actions d'ouverture et de fermeture opérées par les Éthiopiens pour qu'ils puissent aussi opérer en aval tous les barrages qui sont sur le Nil. Nous, on a le barrage, bien sûr, il y a plusieurs barrages sur le Nil, mais le Soudan, il a 6 ou 7 barrages aussi. On avait entendu que ce barrage, il avait certains problèmes techniques. C'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Très bien. Bon. Pendant leur entretien, le président américain a salué la qualité et la solidité des relations entre les États-Unis et l'Égypte. Comment évaluez-vous aujourd'hui les relations entre l'Égypte et les États-Unis? Alors, en tout cas, dans les rencontres, dans les annonces, on voit qu'il y a de très bonnes relations. Le premier mandat du président Trump, il a été aussi marqué par le retour de l'Égypte sur la scène internationale. Cette année, Trump il a visité Sharm el-Sheikh, donc ça fait plusieurs rencontres dans l'année avec le président Sisi, ça renforce les liens bien sûr. On voit qu'il y a beaucoup de relations, on va dire, de coordination avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, donc que l'Égypte est plein centre de toutes ces négociations et pourparlers. Après, un peu plus au-delà de toutes ces questions politiques sur la partie économique. Alors d'une part, l'Égypte, c'est je crois le 2e ou 3e pays importateur de gaz liquéfié des États-Unis. Donc c'est quand même les États-Unis qui ont réussi à supplanter le manque de gaz et les bateaux de liquéfication de gaz, ça appartient à une entreprise américaine. Et ils fournissent aujourd'hui peut-être le quart du gaz que consomme l'Égypte. Donc pour compenser la baisse de production du puits Zohr. Après, il y a de plus en plus, l'attrait d'entreprises américaines pour venir investir en Égypte, mais ça reste encore très limité. On a remarqué quand même un certain calme relatif du président Donald Trump durant ce sommet du G7 et de plus en plus des positions de plus ou moins alignées avec la majorité des participants. Oui. Contrairement à l'habitude. Comment expliquez-vous cela? Je pense qu'il veut avoir l'accord de paix. L'accord, en tout cas, c'est pas un accord de paix, c'est un accord de cessez-le-feu pendant 60 jours. Il veut améliorer sa situation vis-à-vis des élections américaines, avant les élections américaines.
Et je pense que voilà, il ne voulait pas faire de remous. Et je pense que aussi, ça concerne aussi la protection de son statut à l'égard des Américains. Après, pour les Américains, la question économique, c'est la question la plus importante. Je pense que le fait qu'il y ait des guerres au Moyen-Orient, l'Américain moyen, il ne se sent pas très concerné, peut-être les premiers jours, il y a eu des images et tout, mais le jour, la question la plus importante, c'est quel est le tarif du pétrole qui influence les dépenses en fuel au quotidien. Donc là, le fait d'arriver à cet accord, automatiquement, le prix du baril de pétrole a baissé. Donc aujourd'hui, il touche presque les 70 $, au baril. Donc après avoir atteint 120 ou 115. Donc là, on parle aujourd'hui que le gallon d'essence a baissé à moins de 4 $. Donc ça, c'est le prix le plus bas depuis le début de la guerre. Et ça, c'est important pour les Américains. Et de tout temps, pour les élections, à chaque fois que le prix de l'essence augmentait, le président sortant perdait. Ça a aussi à voir avec la guerre contre les Palestiniens, l'affaire Epstein, la dernière discussion entre Netanyahou et le président Donald Trump qui a été diffusée sur tous les sites internet. Je pense que son statut commence à se déstabiliser un petit peu à cause de tous ces événements qui se sont succédés en un laps de temps très serré. Outre les guerres, bien sûr. Après, dans les opinions, oui, ce qu'on a dans les sondages, le taux d'acceptation du président Trump, il est au plus bas. Après, je pense que tous les présidents, ils voient leur cote de popularité graduellement baisser. Il y a très peu de présidents qui ont vu leur cote de popularité augmenter au cours de leur mandat. C'est souvent comme ça. Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis ? C'est normal, parce qu'au début, on fait beaucoup de promesses, donc les électeurs, ils ont envie que ces promesses s'exaucent, et petit à petit, au fil du temps, ils voient que les promesses ne sont pas aussi faciles à exaucer. Donc là, le président Trump, il a promis de terminer la guerre en Ukraine en 3 jours, je crois. Là, au bout d'1 an et demi, elle n'est toujours pas terminée. Ce qui est étrange un peu, c'est que le président Donald Trump, il avait fait beaucoup de promesses lors de son premier mandat en tant que président, quand il a été élu pour la première fois. Et là, il est réélu président américain avec une majorité. Pour se faire élire, il faut faire des promesses. Il faut poser la question aux Américains. Bon, on va passer à notre deuxième reportage qui concerne toujours le G7. Les présidents américains et iraniens ont chacun signé à distance, mercredi soir, le protocole d'accord dans lequel Téhéran s'engage à rouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz et, dans le cadre de futures négociations, à diluer son uranium enrichi en échange de la levée des sanctions internationales. Un commentaire et on en reparle tout de suite après. Ce G7 est objectivement un succès. Il a été un moment d'unité après de longues périodes marquées plutôt par de la fragmentation, des divisions ou des désaccords. S'est félicité le président français, hôte 3 jours durant de son homologue américain et les autres dirigeants de ce club de grande puissance, regroupant Allemagne, Canada, Italie, Japon, Royaume-Uni, dans la ville thermale des Alpes. Un avis partagé par Donald Trump lui-même, qui a remercié le président Macron pour un sommet du G7 extrêmement réussi. Sur l'Ukraine, Emmanuel Macron a noté la remobilisation du G7 extrêmement importante pour accroître la pression sur Moscou. Les pays membres, États-Unis inclus, ont acté qu'il n'y avait pas de volonté sérieuse de la Russie de négocier une fin du conflit. Pour Emmanuel Macron, il y a eu un moment à Évian, à coup sûr, sur l'Ukraine, un changement très profond de l'approche de Donald Trump, plus à l'écoute du président ukrainien Volodymyr Zelensky que par le passé. Habituellement réticent à soutenir Kiev, le
le président américain a estimé que la Russie devrait conclure un accord et que Washington pourrait réimposer des sanctions levées. Dans une rare déclaration conjointe incluant Donald Trump, réticent à apposer sa signature sur des textes issus de ces grandes messes multinationales, le G7 reconnaît l'intégrité territoriale ukrainienne, a même assuré Emmanuel Macron. Selon la déclaration du G7, la force multinationale proposée par Paris et Londres peut jouer un rôle important pour faciliter la reprise du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a estimé en fin de sommet que l'accord américano-iranien pouvait changer la donne. Il a lui aussi salué un changement d'orientation, des attentes plus réalistes sur le conflit en Ukraine. Alors, expliquez-nous tout d'abord l'importance du détroit d'Ormuz sur le plan économique pour le monde entier. Je pense qu'on a très bien vu l'impact sur le prix du pétrole qui a quasiment doublé. Mais on s'est aperçu qu'il y a aussi d'autres produits très importants qui sont impactés par la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc tout ce qui est engrais, on a parlé de l'hélium. L'hélium, c'est une matière qui est très importante pour la production des semi-conducteurs et tout ce qui est électronique. Et donc il y a quand même les engrais, c'est ce qu'on mange. Il n'y a pas plus important. Et bien sûr, le pétrole et le gaz, c'est la source d'énergie qui reste aujourd'hui la source principale. Donc tout ce qui est production, ça influence tous les produits qu'on consomme au quotidien. Mais expliquez-nous, en tant que citoyens ordinaires et qui ne sommes pas économistes, la fermeture et l'ouverture de ce détroit, comment est-ce qu'elle affecte l'économie mondialement et surtout l'Égypte ? Alors, on a bien vu, si le prix de l'essence augmente, automatiquement, tous les produits, le transport de tous les produits augmente. Et quelle est la relation entre sa fermeture et les prix de l'essence qui augmentent ? Le fait de fermer le détroit, ça diminue la quantité de pétrole et gaz qui est distribuée dans le monde. Donc il y a une raréfication du pétrole et du gaz et tous les pays ils ont besoin de consommer. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à augmenter le prix et c'est pour ça que le prix a considérablement augmenté depuis le début de la guerre en Iran. Vous pouvez nous expliquer ou nous dire cette augmentation des prix du pétrole, comment s'est-elle passée ? C'était assez immédiat. Je pense qu'ici dans la région, on sentait qu'il y a beaucoup de tensions. Et il y a eu quand même l'été dernier, il y a eu des frappes pendant une dizaine de jours. Et puis cette partie-là, donc à partir du moment où les États-Unis avec Israël ont commencé à attaquer l'Iran, et puis les premiers jours c'était très très dur. Et puis l'Iran qui a commencé à attaquer les pays du Golfe, donc les raffineries, les stations d'énergie. Donc on sentait que ça allait provoquer une rupture de la chaîne d'alimentation du pétrole. Et ce qui s'est passé, c'est immédiatement on a commencé à spéculer à l'augmentation du prix du pétrole. Et les pays du Golfe, comment ont-ils été affectés ? En fait, c'est de manière différente selon les pays. Donc l'Arabie Saoudite avait un pipeline Est-Ouest qui lui a permis quand même d'écouler une bonne partie de son pétrole à travers la mer Rouge. Les Émirats Arabes Unis ont aussi un pipeline qui a permis de contourner le détroit d'Ormuz, mais qui est quand même considérablement plus petit. Mais des pays comme le Qatar et le Koweït ont été complètement cassés. L'Irak aussi. L'Irak, il a vu ses ventes chuter considérablement. Et comment cela a impacté les États-Unis ?
qui eux ont fermé ce détroit. Les États-Unis, d'une part, ils ont profité de cette situation, ils ont augmenté considérablement leur production. Donc ils ont essayé de compenser le manque de provisionnement. Mais en même temps, parce que ce sont les tarifs d'essence ne sont pas contrôlés par l'État, comme ici en Égypte, c'est libre et c'est dicté un peu par les raffineries américaines. Et quand ils voient que le pétrole a augmenté, automatiquement ils augmentent le prix de l'essence et automatiquement, donc le consommateur américain, il paye plus pour son essence et on sait qu'aux États-Unis, les Américains dépendent énormément de leur voiture. Et est-ce qu'on peut dire que après la signature de cet accord entre les États-Unis et l'Iran, on va s'attendre à une certaine baisse des prix du pétrole? La baisse est déjà, on constate déjà une baisse. Là, ces 2-3 derniers jours, une baisse est significative. Oui. Une baisse importante. Là, ça a baissé presque à 70, 73, je crois, 74. Et je pense que dans les prochains jours, oui, ça va continuer de baisser. Avant la guerre, le baril tournait entre 60 et 62 $ le baril. Et je pense que voilà, c'est d'ici un mois ou deux, si l'accord est maintenu et si vraiment l'approvisionnement de pétrole se passe, on va voir des prix qui reviennent au niveau d'avant-guerre. On l'espère en tout cas, et ça affectera certainement tous les autres produits. Bien sûr, bien sûr. On va passer à notre dernier reportage. Les présidents américains et iraniens ont chacun signé à distance mercredi soir le protocole d'accord dans lequel Téhéran s'engage à rouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz et dans le cadre de futures négociations à diluer son uranium enrichi en échange de la levée des sanctions internationales. Un commentaire. Washington et Téhéran sont convenus cette semaine de cet accord pour mettre fin au conflit déclenché le 28 février par les États-Unis et Israël contre la République islamique qui a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban. Le protocole d'accord qui prévoit la cessation immédiate des hostilités et inclut le front libanais a finalement été signé, chacun de son côté par Donald Trump en visite en France et paraphé côté iranien par le président Massoud Pezeshkian. Selon le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont la médiation a été cruciale, cette signature signifie que le détroit d'Ormuz sera instantanément rouvert et que le blocus américain des ports iraniens prendra fin immédiatement. Il a par ailleurs confirmé qu'une cérémonie aura lieu vendredi en Suisse pour commémorer cet événement marquant et donner le coup d'envoi des discussions techniques. Une signature formelle par le vice-président américain J.D. Vance et le président du Parlement iranien Mohamed Bagher Ghalibaf était initialement prévu en Suisse à la fin de la semaine. Le secrétaire général du Hezbollah libanais Naïm Qassem a lui qualifié cet accord de grande victoire pour l'Iran, qu'il a remercié d'avoir insisté pour y inclure le front libanais. Dans un message télévisé, il a appelé à tirer profit de cet accord pour expulser Israël du Liban. Le chef du Hezbollah a également appelé le mouvement libanais à arrêter les négociations directes avec Israël, engagées depuis avril sous l'égide de Washington. Le président libanais Joseph Aoun avait auparavant assuré que le processus était indépendant de l'accord américano-iranien. Pour parler de cette signature d'accord enfin arrivée, nous avons en ligne Dr Amr Saleh, expert en économie. Bonsoir docteur. Docteur Amr Saleh, vous m'entendez? Docteur Amr Saleh, est-ce que vous m'entendez? Bon, apparemment, il y a un problème technique, on essaiera de le voir plus tard. Donc, on parlait de la baisse du pétrole qui a commencé à s'afficher et donc par la suite, ça va affecter la majorité des produits, bien entendu, et peut-être aussi la valeur du dollar face à la livre égyptienne, non? Déjà, je crois que le dollar a baissé en dessous de 50 livres
Donc il était augmenté à 53, 54 au plus haut. Donc ça c'est significatif parce que avant la guerre il faisait 47, un peu moins de 48. Donc l'augmentation elle reste faible. Je ne sais pas s'il va revenir à ce niveau dans les prochains mois ou pas, mais c'est quand même historique de voir aussi la fluctuation du dollar vis-à-vis de la livre. Et pourquoi? Parce que on va dire les investissements ou ce qu'on appelle hot money couramment, dès que l'accord a été signé, tout de suite il y a eu beaucoup d'argent qui est rentré dans l'économie égyptienne et ça a permis de faire baisser le taux de change. On va essayer d'avoir Dr Ahmed Salah une deuxième fois. Bonsoir docteur, vous m'entendez? Oui, bonsoir, comment allez-vous? Le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, c'est toujours un plaisir. Alors, avec ces avancées, on commence, une lueur d'espoir s'annonce. Comment est-ce que voyez-vous l'avenir de la guerre contre l'Iran et surtout la situation du pétrole? Écoutez, comme vous l'avez dit, je vois une lueur. Personnellement, je vais peut-être vous contrarier, mais je ne suis pas optimiste. Je vois une petite lueur d'espoir. Pour moi, c'est un pas tactique et non stratégique. Je ne vois pas une paix dans la région, alors que nous avons vu les propos contrariés des deux côtés au cours de la guerre. Donc ça fait à peu près quelques mois que les propos et les nuances et les positions sont contrariés et vous vous souvenez, on a entendu maintes fois la signature d'accord et puis l'annulation de cette signature. Donc pour moi, oui, certes il y a un accord, ça a été signé à Évian, ça sera ratifié par le côté iranien, mais ce qui est très important, c'est pas l'accord, c'est ce qui viendra après l'accord. Et donc si les deux parties ne sont pas décidées vraiment à ce que ce conflit, et je dis conflit, non une guerre, que ce conflit cesse, donc là on pourra avoir, à mon avis, une avancée des deux côtés. Mais personnellement, si vous me demandez mon avis, non, je ne suis pas optimiste, car les positions des deux côtés sont très variées et sont très contrastées depuis un certain temps. Donc on peut pas, si vous voulez dire, on peut pas vraiment espérer à 100% qu'il y aura une avancée ou une résolution concrète de ce conflit. Alors la question que beaucoup se posent, pourquoi la signature à distance? Pourquoi ne pas une signature en tête-à-tête avec la présence des deux dirigeants? Tout simplement parce que le président Trump n'a pas d'interlocuteur et maintes fois et à plusieurs reprises, il a signalé que le côté iranien n'a pas d'interlocuteur. Il a parlé plusieurs fois de cette division du côté iranien. Il a parlé plusieurs fois du côté iranien qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Oui, mais qui a signé pour le côté iranien? Pardon? Qui a signé cet accord pour le côté iranien? Écoutez, pour l'instant, moi personnellement, je n'ai pas l'information. Mais vous vous souvenez que le côté américain, le président américain avait parlé plusieurs fois de la division, une division qui se trouve au sein des sphères politiques, et je dis des sphères politiques iraniennes, avec une contradiction entre l'ayatollah, l'armée,
et les partis, le parti religieux politique en Iran. Vous avez vu à plusieurs reprises une contradiction entre les propos iraniens et ce qu'ils avaient signalé lors des attaques contre l'Arabie Saoudite et les Émirats à plusieurs reprises en disant il n'y a plus d'attaques et puis il y a eu des attaques perpétrées par le côté iranien. Donc personnellement, pour être franc, je ne pense pas qu'il y a une sérénité et que les interlocuteurs sont sérieux. Je crois qu'il y a plus de médias, que c'est plus médiatique que politique et interpolitique. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour cette intervention et on arrive à la fin de cette édition de Direct. Monsieur Nedim Samna, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.